Mesdames, Messieurs, je vous propose de débuter ce conseil municipal avant de céder la parole à Monsieur Turpin qui vient nous parler de la tenue des comptes de la ville. Il nous faut faire l'appel. Thomas, c'est à toi. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Absent. Procuration à Monsieur Castillo. Aurélie Mialon. Présent. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Présent. Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins. Présent. René Verdeil. Présent. Robert Vivares. Présent. Marie Balestero. Daniel Azemar. Présent. Xavier Moutou. J'ai perdu le fil. Cécile Dos Santos. Présent. François Castillo. Présent. Katia Siette. Katia Siette, elle va... Tu as de la chance, j'ai pas encore appelé ton nom. Ah ben, super. Katia, on va attendre un petit peu. Bon. Georges Lopez. Nadia Ventard. William Santos. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Et sur le fil, Géraldine Bousquet. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Absent. Valérie Forme. Vu. Annick Sadje. Absente. Procuration à Madame Forme. Sergi Vora. Absent. Et Alain Grenier, qui est absent aussi. Merci. Il faut désigner un ou une secrétaire de séance. Je sais comme toujours que Rachel Sacussi, je n'ai même pas besoin de la regarder pour voir à quel point elle a déjà déposé sa candidature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut concurrencer Rachel? Je peux laisser pas. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde. Merci de la confiance que vous accordez à Rachel. Et donc, Monsieur Arnaud Turpin, qui est conseiller aux décideurs locaux pour la direction départementale des finances publiques et qui suit en particulier, mais pas que, les comptes de la ville de Pézenas, va nous présenter une synthèse de la qualité de ces comptes-là sur lesquels il a travaillé. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonjour et merci, mesdames, messieurs les élus, de me donner la parole. Alors, je vais effectivement vous présenter la synthèse de la qualité des comptes de la commune de Pézenas, et avec un focus sur ses budgets annexes. Je rappelle simplement que la qualité des comptes constitue un enjeu essentiel pour assurer la transparence, la fiabilité et la sincérité des comptes de la commune et de toutes les collectivités de manière générale. Et elle permet non seulement de garantir le respect des normes comptables en vigueur, normes de la comptable définies par l'instruction M57 pour la commune de Pézenas, mais elle permet aussi de renforcer la confiance des élus, des citoyens et des partenaires institutionnels dans la bonne tenue des finances de la commune. Donc cette synthèse, elle porte sur l'exercice 2024 et le constat est largement positif. On y reviendra un petit peu plus longuement au cours de mon développement et traduit globalement un investissement très important des services financiers de la commune et traduit également une très bonne coopération avec les services de la DGFiP. Voilà. Alors, un rapport détaillé a été remis au service financier à Monsieur Verdeil. Bien entendu, ici, je vais vous présenter une synthèse très épurée de cette qualité des comptes. Alors, la synthèse de la qualité des comptes, c'est un exercice qui est prévu en fait par la loi Notré, qui avait prévu en fait au départ de généraliser la certification des comptes des collectivités et en fait la présentation de la synthèse des comptes par des agents de la DGFiP constitue en fait une alternative à cette certification qui est lourde puisqu'elle suppose une procédure très complexe.
Le périmètre de la synthèse de la qualité des comptes, vous l'avez compris, la synthèse porte essentiellement sur le budget principal avec un focus, si besoin, sur les budgets annexes et la commune, évidemment, gère des budgets annexes, le cinéma, les parkings, etc. Voilà. L'objectif, c'est de promouvoir et valoriser les travaux de fiabilisation comptable qui sont menés tout au long de l'année, mettre en évidence les forces, les faiblesses et dégager les marges de manœuvre qui s'imposent. Renforcer le partenariat avec la DGFiP, c'est important. Et bien entendu, je le disais tout à l'heure, vérifier que les normes comptables sont respectées donc par la collectivité. Bien entendu, comme indiqué en gras dans le diaporama, il ne s'agit absolument pas de porter une appréciation sur la gestion de la collectivité. C'est du ressort de la Chambre régionale des comptes. Et ça n'est pas non plus une analyse financière. Bon, on s'appuie pour effectuer cette synthèse sur un ensemble de documents. Ils sont cités dans le diaporama, je n'y reviens pas. Alors, il faut préciser qu'on a quelques thèmes absolument prioritaires quand on veut étudier la qualité des comptes d'une collectivité. On va étudier, alors je ne reviens pas en détail sur le diaporama, je ne vais pas vous le lire, hein, mais on va s'intéresser à la tenue de l'actif, la tenue du patrimoine de la commune. On va vérifier aussi que les avances sur marché, je pense notamment aux travaux liés à la traversée urbaine actuellement, donc les avances sur marché sont correctement gérées. On va s'assurer également d'un élément qu'on sous-estimait il y a quelques années, c'est celui de savoir si les titres non soldés de la commune, les factures non réglées, est-ce qu'elles font bien l'objet d'un provisionnement? Voilà. Est-ce que le risque est traduit correctement dans les comptes de la commune? Voilà. Et ensuite, on peut passer à la diaporama suivante. Alors là, vous avez donc une synthèse déjà qui vous indique donc dans la colonne de gauche les points forts de la commune. Donc on voit qu'ils sont très importants, on y revient un petit peu plus loin. Et les points, alors que je ne qualifierais pas de points faibles d'ailleurs, mais des points qui demeurent encore à améliorer. Et on verra dans quel sens ils sont à améliorer. Alors, sur les constats positifs, alors ils sont nombreux. Alors, premier constat positif, il est très important celui-ci, c'est que les services, vous savez qu'aujourd'hui, la commune va se prononcer encore cette année sur un compte administratif, elle se prononce sur un compte de gestion et l'année prochaine sans doute, peut-être l'année suivante, sur le compte financier unique. Donc aujourd'hui, il est très important de vous dire que les actifs de la commune, le patrimoine de la commune est concordant, c'est-à-dire le patrimoine tel qu'il ressort des comptes de la commune, compte administratif, concorde avec l'actif tenu par la DGFiP, par le comptable public. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que dans les années qui viennent, la tenue de l'actif va relever entièrement des collectivités locales. Donc ça va s'échelonner sur une période de 10 ans. Donc ça, c'est un point très positif. Donc l'actif est bien tenu, les travaux en cours font l'objet d'intégration. On a eu l'année dernière un sujet qui a été traité très rapidement. L'ancienne piscine communale a été donc sortie de l'actif de la commune, puisque vous le savez hein, évidemment, la piscine intercommunale a été inaugurée il y a déjà en 2022, je crois. Donc il était temps de sortir de l'actif les locaux correspondant à l'ancienne piscine communale. Donc, mais aujourd'hui, c'est un point satisfaisant puisque cette opération a été menée de concert avec nos services. La commune donc provisionne très bien le risque de non-recouvrement, respecte le principe d'indépendance des exercices. Les relations interbudget sont parfaitement retracées. Donc alors interbudget, ça concerne essentiellement les mises à disposition de personnel pour les budgets annexes. Donc les écritures ont été étudiées à la fois dans le budget principal et dans les budgets annexes.
Et donc, nous n'avons aucune observation ni réserve à formuler sur ce point. Idem s'agissant des relations entre la commune et le PCI. Voilà. Donc globalement, c'est une situation qui est parfaitement révélatrice d'une très bonne coopération entre vos équipes et les services de la DGFiP qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, localisés à 7. Alors, quelques points qui nous paraissent importants de souligner. C'est d'abord celui de valider à terme l'inventaire physique des actifs de la commune. Comptablement, nous avons effectivement une concordance, mais il faut s'assurer que les éléments d'actifs se trouvent bien physiquement dans la commune. Voilà, exemple de la piscine. Les comptes, donc la commune de Pézenas, comptant plus de 3500 habitants, elle est tenue à une obligation d'amortir. Pas de sujet là-dessus. Certains comptes restent à amortir. On a un dossier très important actuellement qui impacte beaucoup les comptes de la collectivité. Pas du tout en négatif d'ailleurs, mais c'est la condamnation qui a été obtenue par la commune à travers la décision du tribunal administratif de Montpellier à la suite des malfaçons constatées au cours Jean Jaurès. Donc, les sociétés citées dans le diaporama sont condamnées à reverser une somme d'un peu plus de 642 000 € à la commune. Et donc, évidemment, ça pèse sur les comptes, bien entendu, mais cette condamnation a fait l'objet d'une constatation d'une provision pour risques et charges. Voilà. Donc, simplement, je l'évoque parce que aujourd'hui, donc cette créance commence à faire l'objet d'un recouvrement effectif. Le service de gestion comptable poursuit le recouvrement, mais la provision, il conviendrait de considérer que c'est une provision pour risque de non-recouvrement et pas pour risque et charges. Voilà. Mais c'est un élément que vous aurez à traiter à l'occasion d'une décision modificative. Alors, s'agissant de la qualité comptable proprement dite, là, je vais faire plus court. Les comptes de la commune, en fait, ont été passés au travers d'un certain nombre de filtres informatiques. Donc, on a au total 25 thèmes qui ont été contrôlés. On les appelle items. Et la commune respecte tous les items. Donc, 25 sur 25, ça nous fait une qualité comptable qui est calculée de la façon suivante. Donc, pour la commune 2024, l'indice de qualité comptable est de 100. Et il était, comme vous pouvez le voir sur le graphique, de 85 en 2022. Donc, on ne vous demandera pas de faire mieux, mais de continuer à faire aussi bien. Et en tout cas, ça traduit des efforts très importants et la collaboration étroite avec nos services. Un petit point très rapide. Comme vous le savez, les opérations de la commune font l'objet d'une prise en charge par les services de la DGFiP, par le service de gestion comptable, et donc la DGFiP effectue ce qu'on appelle un contrôle hiérarchisé de la dépense, c'est-à-dire que très concrètement, on va vérifier en fait que le mandatement des dépenses effectuées par la commune est correct et peut être pris en charge de manière normale. Donc, on peut constater très simplement que le service de gestion comptable a examiné pour un peu plus de 10 millions d'euros de mandats sur 16 millions d'euros à peu près d'émis, et qu'on a un taux d'erreur en montant qui a bien entendu a été rectifié d'1,40% seulement. C'est très peu. C'est très peu. Alors, les motifs de rejet sont des motifs assez classiques, hein. Sont parfois des domiciliations bancaires qui peuvent être manquantes ou erronées, ou bien parfois ça peut être tout simplement des erreurs de calcul, de liquidation. Donc le constat est très positif. La DGFiP effectue elle de son côté un certain nombre de contrôles internes, je n'insiste pas dessus, hein, mais ils sont importants. Aujourd'hui, alors une collectivité comme Pézenas, on peut attirer son attention, mais on le fait de manière régulière et pas seulement à l'occasion de la synthèse de la qualité des comptes, sur la surveillance des régies
puisque la commune compte au total avec le CCAS 9 régies de recettes. 9 régies de recettes pour des enjeux qui dépassent 1 400 000 €. Donc il est évidemment très important de suivre cette partie de l'activité qui relève aujourd'hui de plus en plus de la responsabilité des services ordonnateurs. Voilà. Alors, on a identifié, pour terminer, quelques axes pas d'amélioration, mais en tout cas de points sur lesquels effectivement la commune et les collectivités en général devraient être amenées à progresser. C'est la formalisation en fait du contrôle interne au sein des collectivités. Alors on sait qu'aujourd'hui, ça c'est un sujet qui est très important, qui concerne toutes les collectivités de grande taille, de moyenne taille et de petite taille. C'est en fait la question, elle est de la formalisation et de la traçabilité du contrôle interne. Et bien entendu, ici je ne prétends pas du tout que ça n'est pas tracé ni formalisé, mais que c'est un élément sur lequel on a tous collectivement à progresser. Je vous remercie pour votre écoute. Alors vous avez certainement des questions et je voulais dire en conclusion que vous avez pu le voir, les constats sont très positifs. Et donc cet exercice de synthèse de qualité des comptes donc, a vocation à l'avenir à s'appliquer, à se généraliser. Pas chaque année, bien entendu, mais au moins un exercice par mandature. Voilà. Merci, Monsieur Turpin. On vous rend ou on renvoie vos remerciements parce que le travail de tenue des comptes est un travail commun. Donc, si nos comptes sont bien tenus, c'est aussi parce que l'État est vigilant et c'est aussi parce que les services financiers, notamment de la ville, y veillent. Donc, il faut les remercier, tout comme les autres services qui interviennent, puisque en finances publiques, tout le monde intervient, même celui qui n'en fait pas directement, et également évidemment les élus qui se sont astreints aussi à respecter ou à mettre en place des procédures au cours du mandat. Est-ce qu'il y a des questions particulières à M. Turpin? Donc l'exposé était clair. Je voulais simplement préciser que la présente synthèse a été présentée de manière un peu plus détaillée en commission des finances. Effectivement, nous avons eu des échanges assez technique, hein, il faut le reconnaître. Donc j'ai privilégié en fait un format beaucoup plus synthétique pour que vous puissiez poursuivre votre conseil municipal dans l'État. Voilà. Mais si vous avez des questions, c'est l'occasion. Oui, et qui fait l'objet d'un rapport un peu plus conséquent si des personnes souhaitaient y rentrer plus précisément dedans. Je confirme. Merci en tout cas. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à tous. Je vous propose donc de prendre le déroulé du conseil municipal, d'abord de faire adopter, excusez-moi, le PV de la dernière séance, et puis puisque nous sommes dans la thématique financière, je vous proposerai d'attaquer directement par le point financier de ce conseil qui est le compte administratif. Sur le PV de la dernière séance, est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Donc, je vous propose de sauter directement au point 8, le temps que Frédéric Roy s'installe, avec, je pense que nous traiterons ensemble, mais nous voterons de manière différenciée, dont un où je ne pourrai pas assister. Le point 8, donc approbation des comptes de gestion pour 2024 et pour les différents budgets, le principal et le budget annexe de la commune, et le vote des comptes administratifs 2024 pour les mêmes budgets. Donc, René Verneil, Frédéric Roy, la parole est à vous. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Cet exercice compte administratif 2024 est le dernier de la mandature puisque, comme vous le savez, il y aura des élections municipales au mois de mars et que le prochain compte administratif sera voté par une nouvelle majorité qui sera donc élue au mois de mars. Je voudrais en profiter pour dire que durant tout ce mandat,
J'ai eu plaisir à travailler avec le responsable des services financiers, Frédéric Roy, et l'ensemble du service qui ont beaucoup travaillé, puisque depuis 2020, comme vous avez pu le constater, au cours des différentes réunions du conseil municipal au cours desquelles nous avons parlé finances, vous avez pu constater une amélioration permanente et continue qui a été réalisée. Alors, viennent de vous être présentés les aspects techniques. Il y a eu des choix qui ont été faits pour trouver des partenaires importants, Banque des territoires, Agence France locale, je ne parle pas de subventions qui ont été obtenues aussi. Mais en fin d'exercice, je voudrais aussi remercier l'ensemble des élus du conseil municipal qui se sont attachés et qui ont compris que l'argent n'était pas une fin en soi, mais que ça arrivait au bout. Qu'il fallait commencer par réfléchir sur ce qu'on voulait faire et surtout se poser la question de on dépense de l'argent, à quoi ça sert et à qui ça sert. Donc je pense qu'au terme de ce mandat, tout le monde est conscient des difficultés. Alors il y a les difficultés nationales, je dois dire que ça fait écho à la situation de la ville de Pézenas. Mais je pense, j'en suis même persuadé que la situation de la ville de Pézenas en ce qui concerne les finances, mais pas que, avec le travail qui a été fait par chacun d'entre nous, s'est grandement amélioré depuis 2020. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je vais donc laisser la parole à Frédéric Roy qui va vous présenter donc, le compte de gestion, compte administratif, etc. En sachant que nous aurons bien évidemment à voter tout ça pour compte administratif, et donc après ce sera compte financier unique, etc. Pour la dernière fois. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Donc effectivement, ce soir une présentation, alors dans un premier temps effectivement des comptes de gestion qui vous ont été transmis. Je ferai plus une présentation des comptes administratifs qui sont l'exacte correspondance des comptes de gestion, qui est un document qui est transmis par le comptable et qui doit être en conformité exacte avec les comptes administratifs, documents d'arrêt des comptes de l'ordonnateur. Pour préciser également, dans un moyen terme sera présenté le compte financier unique qui sera un document commun au service de l'ordonnateur et du comptable qui sont présentés à partir de l'exercice budgétaire 2026, c'est-à-dire qui seront étudiés par l'Assemblée délibérante au cours du premier semestre 2027. Donc on est encore dans la présentation duale, double, des comptes de gestion dans un premier temps et des comptes administratifs au cours duquel donc un débat pourra suivre. Mais à l'occasion du vote, Monsieur le maire étant ordonnateur principal devra s'absenter. Donc pour entrer dans le détail de l'examen des comptes, tout d'abord des éléments de contexte économique conjoncturel, des éléments nationaux, en 4 points principaux, il y en aurait beaucoup plus. Dans un premier temps, l'inflation qui reste persistante, donc 2024 a toujours été marqué par une persistance de l'inflation, qui certes est bien moins importante que celle qu'on a connue en 2022 et 2023, mais on a encore des soubresauts, je vais dire, d'impact de cette inflation, de ce pic d'inflation en 2024 qui a continué à peser globalement sur le pouvoir d'achat des ménages, mais également sur les budgets des collectivités territoriales. Ça se traduit par notamment la crise énergétique, puisque quand on compare les charges d'énergie que la ville avait à acquitter à périmètre constant par rapport entre 2024 et 2021, on constate quand même une augmentation de ces charges d'énergie de 31%, donc près d'un tiers
de dépenses en plus. C'est l'élément, on va dire, le plus important sur les charges à caractère général, mais il y a d'autres impacts indirects que la ville, mais également toutes les collectivités subissent dans ce contexte. L'autre impact, mais qui là est direct, c'est le ralentissement de l'activité économique qui fait que on a une baisse de certains types de recettes perçues par les collectivités. Et pour la ville de Pézenas, on peut constater que les droits de mutation à titre onéreux, qui sont des taxes en fait perçues par la ville sur les transactions immobilières, qui sont intégrées en fait aux frais de notaire dès lors qu'il y a des opérations de cession et d'acquisition d'immeubles, ont fait l'objet d'une forte chute, on peut dire ça, entre 2022 et 2024, puisqu'on constate qu'en 2022, on percevait 680 000 euros de droits de mutation, en 2023, 514 000, et en 2024, 389 000. Donc, tout ça lié en fait à la baisse du nombre de transactions immobilières opérées sur le territoire de la commune. Donc en 3 exercices pleins, on constate une chute de 42% de ce poste de recette. L'autre élément, c'est des taux d'intérêt qui restent encore élevés, qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu auparavant, qui était certes là aussi une période un petit peu anormale, avec de l'argent qui coûtait quasiment rien. On est maintenant sur des niveaux de taux qui sont beaucoup plus élevés et qui pèsent sur le budget de la collectivité. On verra après plus en détail ce que les types de contrats et les contrats auxquels la ville a pu souscrire ou a mobilisé en cours d'année, et notamment leur niveau de taux. D'un point de vue petit peu plus local, mais qui concerne plus les collectivités en fait territoriales, 3 points. D'une part, la situation des finances publiques de l'État, qui a des impacts sur les budgets des collectivités, puisque l'État exerce quand même une certaine pression sur le maintien des recettes des collectivités, et également même une augmentation de certains types de dépenses. On y reviendra après. Des collectivités territoriales qui font face à des enjeux liés à la transition écologique. Et donc ces enjeux-là occupent une place de plus en plus importante dans les politiques publiques. Et donc les collectivités sont amenées à répondre plus et encore plus vite sur ces problématiques. L'autre thématique, c'est celle de la sécurité et du maintien des services publics, puisque les collectivités sont toujours en première ligne pour assurer notamment la sécurité publique, la gestion des services publics de proximité, et assurer une adaptation aux évolutions démographiques et sociales, et aux attentes aussi qui sont de plus en plus différentes, enfin qui sont en mutation du public vis-à-vis des services publics qui peuvent être délivrés par les collectivités. Pour ce qui concerne la ville de Pézenas, les 4 points principaux, avant de rentrer dans le détail des mouvements comptables, c'est des taux de réalisation qui restent élevés. Donc quand on intègre les restes à réaliser, on est à des taux de réalisation de 80% en dépenses et de 93% en recettes. L'autre point, c'est des augmentations de charges donc, qui sont imposées par l'État, qui rendent de plus en plus complexe le maintien d'une épargne, d'un autofinancement à un niveau assez important ou confortable qui permet d'assurer le financement des investissements. On dénote en 2024 par rapport à 2023 une certaine dégradation de l'épargne brute qui est en réduction d'un peu plus de 7%. Mais toutefois une amélioration de l'épargne nette. Je reviendrai après pour vous préciser ce que c'est. Donc une amélioration de l'épargne nette de 43% compte tenu de la baisse de l'amortissement de la dette. Donc la baisse en fait du remboursement de la dette en capital. De manière générale, section de fonctionnement, section d'investissement et tout budget confondu, à savoir, pour rappel, le périmètre financier de la ville de Pézenas recouvre le budget principal, mais également des budgets annexes, le théâtre, le cinéma, le camp hôtel et les parkings. Donc quand on agrège l'ensemble de ces budgets, on a la situation financière complète de la ville. Ce qu'il en ressort, c'est qu'au niveau de la section de fonctionnement, on a un résultat net de 3 916 000 euros. La section d'investissement fait apparaître un besoin de financement de 233 000 euros. Et lorsque l'on
lorsque l'on agrège le fonctionnement et l'investissement, qui font la totalité en fait des budgets de la collectivité, on est sur un résultat net de 3 683 000. Les points importants à souligner d'ores et déjà, c'est qu'entre 2023 et 2024, l'effort de dépenses d'investissement a augmenté de 30%. Et la capacité de désendettement de la ville, vous allez le voir plus tard, est en légère augmentation, mais reste à des niveaux acceptables, en dessous des 8 ans, à précisément cette année et cette année 78. Au niveau des taux d'exécution, donc les taux d'exécution, ils visent à comparer les autorisations budgétaires, ce qui a été inscrit et voté dans le cadre des budgets et des décisions modificatives qui viennent ajuster le budget au cours de l'exercice. Donc on compare ces prévisions et les réalisations effectives, l'objectif étant d'avoir des taux de réalisation qui sont les plus proches de 100%. Ce qui dénote une sincérité, une réelle sincérité budgétaire. Toutefois, au courant de l'exercice, des ajustements sont faits en fonction des besoins de financement, notamment en fonction de l'effectivité des réalisations, notamment en dépenses qui sont faites. Donc sur la totalité des budgets, en termes de dépenses, on est sur un taux d'exécution à hauteur de 77%. Quasiment, des recettes réelles à hauteur de quasiment 80%. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, puisque c'est le budget principal qui porte le volume le plus important, donc sur notamment on va s'appesantir un peu plus sur les recettes, donc notamment donc sur les prévisions de recettes, on était à environ à 24,5 millions de recettes prévues, réalisées pour 19 millions 100, donc il y a un écart d'un peu plus de 5 millions d'euros, lié notamment au fait que la ville n'a pas mobilisé le niveau d'emprunt prévu à l'état du budget. On était sur un niveau d'emprunt prévu de 5 millions et demi. Effectivement, il a été mobilisé au courant de l'exercice uniquement 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que des opérations qui n'ont pas été intégrées dès le budget sont survenues en cours d'année, notamment des notifications de subventions, notamment des cessions de patrimoine, comme la cession de l'ancienne caserne de gendarmerie auprès du groupe Cap Santé. Donc c'était des recettes qui n'étaient pas certaines, qui n'ont pas été intégrées dès le budget primitif, mais qui ont pu être constatées au courant de l'année, qui fait qu'on a eu besoin de moins mobiliser d'emprunts que ce qui était prévu initialement. Les soldes intermédiaires de gestion avec un comparatif rétrospectif depuis le début de la mandature, depuis 2020, font apparaître sur les éléments les plus importants, notamment une épargne brute à hauteur en 2024 de 750 000 pour un taux d'épargne brute à 13,25%. Donc on voit un léger infléchissement de l'épargne brute par rapport à 2023. Toutefois, c'est là où on s'aperçoit qu'on a une épargne nette qui est en augmentation. Donc pour revenir sur une espèce de définition de l'épargne nette, c'est ce qui reste à la collectivité sur son fonctionnement. Donc c'est son autofinancement qui permet de financer des investissements une fois qu'elle a remboursé l'ensemble de ses dépenses qu'elle a payé l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement et qu'elle a remboursé la dette en totalité. Donc au terme de l'exercice 2024, l'épargne nette se situe à 630 000 euros. Ça veut dire que c'est 630 000 euros qui ont permis de financer des dépenses d'investissement sans avoir recours à d'autres types de dépenses d'investissement, notamment l'emprunt. L'encours de dette en 2024 au 31 décembre se situe à 13 618 000 avec une capacité de désendettement, comme je vous disais tout à l'heure, de cette année 78. La capacité de désendettement, c'est un indicateur qui permet de mesurer théoriquement la capacité de la ville à rembourser la totalité de son stock de dette si elle y consacrait toute son épargne. Donc ça veut dire que une fois que l'ensemble des dépenses de fonctionnement ont été payées, si on ne fait rien d'autre et qu'on mobilise
tout cet autofinancement au remboursement de la dette, théoriquement, on pourrait rembourser la totalité de la dette en 7 ans. Cette année 78. Donc il y a une grille de lecture qui est délivrée par les services de l'État pour savoir où se situent les collectivités et surtout pour alerter en cas de dérapage. Pour des collectivités de notre strate, il est considéré qu'une capacité de désendettement inférieure à 8 ans reste un indicateur qui est favorable. On serait sur des indicateurs qui seraient plus défavorables dans ce cadre-là dès lors qu'on dépasserait les 10 ans. Entre 8 et 10 ans, on est dans une zone, on va dire, moyenne. Donc l'enjeu, effectivement, comme pour l'indice de pilotage comptable, c'est de maintenir ce niveau, voire de l'améliorer, mais de maintenir ce niveau au courant des exercices futurs. En termes de gestion de dette, sur 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, un rétrospectif là aussi pour savoir où on se situe par rapport à 2020. Donc, au 31 décembre 2024, on a un stock de dette de 13 201 000. À comparer donc en 2020 à 19 080 000, donc on a une baisse du stock de dette de 30% entre 2020 et 2024. Comment il se décline le stock de dette entre les différents budgets? Donc principalement, c'est le budget principal qui porte la totalité des emprunts bancaires à hauteur de 12 443 000 et ensuite le budget annexe parking pour 758 000. En termes de contrats sur 2024, donc 4 principaux contrats ont été souscrits ou mobilisés en 2024. Le premier sur le tableau que vous avez, donc c'est un contrat Banque des territoires ou Caisse des dépôts et des consignations sous l'ancienne terminologie. Donc un contrat d'un montant de 2 540 000 € qui a été signé en novembre 2024 pour le financement, pour participer au financement des travaux de l'avenue de Verdun. Ce contrat n'a pas été mobilisé en 2024, il sera mobilisé au cours de l'exercice 2025. Par étapes successives en fonction des besoins. Un contrat dont le taux est à actuellement 3%, un taux qui est assis sur le livret A, avec une marge supplémentaire de 0,6. Donc actuellement, le livret A est à 2,4. On prévoit une baisse du livret A. Excusez-moi, le livret A actuellement est à 3, pardon. On prévoit une baisse, j'ai anticipé, on prévoit une baisse du livret A à 2,4 ou 2,70 effectivement au courant de la saison estivale, donc juillet ou août. Un autre petit contrat délivré par la CAF, fait pour aider la ville à l'implantation du service jeunesse, 15 700 €, c'est un prêt à taux zéro. Deux autres types de contrats qui ont été souscrits en 2023, mais qui ont été mobilisés en 2024, et c'est là où on peut voir la différenciation en termes de taux. Donc un premier contrat souscrit auprès de l'AFL d'1 million € en novembre 2023, mobilisé en 2024, donc un taux fixe 20 ans à 4,01 et un autre contrat sur le budget annexe parking de 600 000 € mobilisé également au courant de l'année 2024 sur 15 ans à un taux fixe de 3,87. En termes de mouvement comptable, sur 2024, avec là aussi un rétrospectif, on va dire, entre 2021 et 2024 sur les RRF, donc les recettes réelles de fonctionnement. Ce qu'on peut mettre en avant, donc, c'est que en ayant retraité les opérations exceptionnelles, les cessions, les provisions, les litiges, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé entre 2021 et 2024 d'un peu plus de 13%. Elles sont essentiellement portées, cette évolution est essentiellement portée sur deux postes, les impôts et taxes de 16, donc une augmentation de 16,57%. Donc ça, c'est l'effet successif des opérations de revalorisation forfaitaire des bases décidées par l'État, parce que je rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux de la fiscalité directe. Les autres
l'autre évolution importante, c'est les produits des services et du domaine. En 2021 et 2024, une augmentation de 30%, qui traduit une meilleure valorisation des produits des services publics dans leur ensemble, que ce soit l'occupation du domaine public, les services publics scolaires, périscolaires notamment, ou extrascolaires. Les recettes réelles de fonctionnement en 2024 se sont portées à 15 558 000 euros. Le premier poste de recettes, bien sûr, c'est les impôts et taxes, à hauteur de 60%. Et ensuite, on décline au fur et à mesure les dotations et participations, principalement les dotations de l'État, à hauteur de 20%. Les produits des services et du domaine, 13%. Ça représente un peu plus de 2 millions d'euros. Les autres produits de gestion courante, 939 000 euros, qui comprennent les loyers que perçoit la collectivité et la ville sur le patrimoine qu'elle loue. Et également là, dans ce cadre, le titre de recette dont M. Turpin a également parlé dans le cadre de la condamnation de certaines entreprises sur le litige qui les oppose à la ville, notamment sur le cours Jean Jaurès. Les dépenses réelles de fonctionnement, là aussi, en ayant retraité les opérations exceptionnelles, progressent entre 2021 et 2024 de 11,55%. Donc on a une progression des charges de personnel entre ces deux périodes de 14,48%. Quand on analyse l'évolution, quand on détaille en fait l'évolution de ces charges de personnel, il y a deux facteurs principaux. Le principal, on va dire, c'est les augmentations de charges qui sont imposées par l'État, c'est-à-dire notamment l'augmentation du point d'indice, mais également l'avancement, on va dire, courant du fond de la carrière des agents. Et donc dans cette évolution, dans cette augmentation des charges de personnel, le poids des décisions nationales représente 80%. Donc il reste en fait 18% de cette évolution qui relève en fait là de l'autre facteur d'évolution qui sont en fait des décisions de l'autorité territoriale, de l'exécutif. L'autre élément, c'est la progression des charges à caractère général entre 2021 et 2024 de 14,78%, causée en grande partie par l'inflation. Et ensuite, en baisse, les charges financières entre 2021 et 2024 de 11,71%, qui traduit en fait le désendettement régulier de la collectivité. Moins d'endettement, mécaniquement, moins d'intérêts à payer. Les dépenses réelles de fonctionnement en 2024, elles sont proches, on va dire, de 13 millions d'euros. Quand on reprend l'ensemble, enfin sur l'ensemble des budgets de la collectivité, budget principal et les 4 autres budgets annexes dont je vous ai parlé, les charges de personnel, elles représentent 53% des dépenses, s'établissent à 6,9 millions. Les charges à caractère général, elles représentent 21% des dépenses, sont à 2 765 000. Le fait important à relever, c'est que quand on compare le compte administratif 2023, donc la réalisation effective 2023 et la réalisation 2024, on est sur une évolution nulle des charges à caractère général, donc ça démontre quand même une certaine maîtrise de ce poste de dépense. Il y a quasiment pas, moins d'1% d'augmentation. Les autres charges de gestion courante progressent, elles, on va dire au niveau de l'inflation, on va dire à hauteur de 2%. Donc les charges financières entre 2023 et 2024 qui baissent de 3,5%. Donc à mettre en relation avec les moins 11%, mais qui étaient sur la période 2021 et 2024. Et ensuite des postes de dépenses beaucoup moins importants, les atténuations de produits, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et provisions à hauteur de 645 000 euros correspondent en fait à la provision qu'a constituée la ville au cours de l'année 2024 pour se prémunir en fait du risque de non-recouvrement du titre de recette qui a été envoyé auprès des sociétés qui sont concernées par le jugement du tribunal administratif sur le cours Jean Jaurès. Donc pour se prémunir en fait, pour constater un risque comptablement, on établit une provision qui vient en fait équilibrer temporairement la recette qui a été générée mais qui n'est pas encore encaissée. Donc cette provision sera libérée au fur et à mesure des encaissements, donc pour un
encaissement qui a été fait déjà partiellement, à hauteur d'un peu plus de 137 000 euros sur ce titre de recette. Donc au fur et à mesure de l'encaissement, on viendra libérer la provision qui a été constituée jusqu'à son terme. Au niveau de l'investissement, les recettes réelles, sans trop rentrer dans le détail, mais sur les points les plus importants, un niveau d'emprunt donc d'1 615 000 euros réalisés en 2024. Quand on intègre les restes à réaliser, on a un niveau de subvention encaissée et notifiée à hauteur d'1 974 000, donc presque 2 millions d'euros. Et ensuite, des excédents de fonctionnement capitalisés qui sont en fait les fonds propres de la ville, qui sont mobilisés pour financer de l'investissement qui s'établissent à 928 000 euros. Sur les dépenses réelles d'investissement, au total, 8 158 000 euros de dépenses réelles d'investissement, dont les 95% sont portés par le budget principal, 7 935 000, avec, si on décline les immobilisations directes, les études, mais également les acquisitions de matériel, les acquisitions d'immeubles ou les travaux de faible ampleur, on va dire, qui ont comptabilisé un peu plus de 2 millions d'euros sur 2024. Les opérations d'investissement qui sont des opérations particulières qui sont gérées en autorisation de programme, qui sont au nombre de 2 actuellement, donc qui sont les travaux de l'avenue de Verdun et les travaux de réfection de la maison consulaire. Donc les deux confondus, ça a généré pour 2 850 000 euros de dépenses, auxquelles il faut ajouter les opérations pour compte de tiers, que vous voyez 2 lignes plus bas, à 865 000 euros, qui sont en fait les dépenses que prend en charge la ville pour le compte du département et de la communauté d'agglomération, puisqu'on est sur une opération commune sur l'avenue de Verdun, et la ville paie, avance, on va dire, les dépenses et se fait rembourser ensuite la part qui revient au département et à la communauté d'agglomération, puisque c'est des dépenses qui relèvent de leurs compétences. Des subventions d'équipement versées à hauteur de 301 000 euros, principalement dans ce cadre-là, c'est la participation de la ville à la rénovation, à l'extension du centre de secours pour 260 000 euros. Au niveau de leur évolution, des dépenses réelles d'investissement, les 2 points à mettre en avant, c'est qu'entre 2023 et 2024, on a une augmentation de 30% des dépenses réelles d'investissement. Et si on cumule toutes les dépenses réelles d'investissement qui ont été faites entre 2021 et 2024, on en a pour presque 25 millions d'euros de dépenses. J'en ai terminé. Merci Frédéric. Je renouvelle mes remerciements au service finance et à l'ensemble des services de la ville et également évidemment aux élus. On voit bien quand on est à l'étape du compte administratif la différence ou le travail qu'il y a entre le vote d'un budget primitif et l'arrivée du compte administratif. C'est tout un travail acharné à la fois pour économiser, dépenser le mieux possible, je ne dis pas forcément moins, mais dépenser le mieux possible, aller rechercher des recettes nouvelles. Parfois, quand on a construit un budget, on prend des risques mesurés, on fait le choix de l'équilibrer sur l'emprunt en espérant qu'on n'ira pas le contracter. Donc tout au long de l'exercice, on travaille nos marchés pour faire baisser les coûts ou on va solliciter des partenaires pour nous aider à financer nos projets. Mais d'abord, nous avons fait l'effort de les inscrire pour les faire avancer. Plusieurs points qui me paraissent intéressants de relever sur ce compte administratif ou sur même le temps long, parce que finalement un compte administratif seul ne dit pas tout, mais l'évolution sur 4 ou 5 années peut confirmer une tendance. Les 43% d'augmentation de l'épargne nette malgré certaines hausses de dépenses de fonctionnement. Et on a eu souvent à débattre ici de l'importance des dépenses de personnel ou de leur évolution et de leur augmentation. Il faut savoir que sur ce budget, l'augmentation des dépenses de personnel, 80% est liée à des choix de l'État. C'est-à-dire que même lorsque nos services, enfin sur ce compte administratif, mais ça serait aussi le cas sur le prochain budget, celui que nous avons voté en tout cas en mars, même lorsque nos services font les efforts de ne pas soit renouveler quelqu'un, soit de mutualiser des compétences, l'État vient derrière faire des choix qui sont parfois justifiés, on ne va pas
ne pas défendre l'augmentation du point d'indice, qui n'a pas quand même été en rattrapage sur des années de gel. Mais il fait des choix qu'il impose aux collectivités locales et c'est à nous de trouver les solutions sans forcément qu'ils nous soient compensés. Et je crois qu'on peut reconnaître quelque chose, c'est que quand même, entre les choix nationaux, la situation géopolitique, l'inflation, l'austérité qui arrive, les crises qu'on a passées, nos budgets locaux, et le budget de Pézenas n'a pas échappé à la règle, ont eu à relever de nombreux défis. Donc lorsqu'on arrive encore sur un budget à augmenter l'épargne nette, à ce qu'elle soit positive, là où parfois on pouvait penser au moment du budget qu'elle serait négative, je crois que c'est un motif de satisfaction. L'autre motif de satisfaction pour moi, c'est les taux de réalisation. Alors, ça peut-être, ça ne parle pas finalement à grand monde, mais on pourrait faire un budget justement en se disant on va se faire plaisir au moment où on écrit le budget, on va faire de la politique politicienne, on va faire des grands effets d'annonce, on va mettre des jolis chiffres, mais on ne le réalisera pas, mais les gens se souviendront des jolis chiffres. Quand on arrive à 80% et à 93% de taux de réalisation, ça veut dire qu'à la fois on annonce et à la fois on réalise. Le delta, il est souvent, puisque nous sommes sur des grands chantiers, sur le fait qu'un chantier n'est jamais linéaire. Parfois, nous pensions payer une dépense en 2024, elle se payera en 2025. Mais l'essentiel est là, c'est qu'il y a effectivement de l'annonce et il y a de la réalisation derrière. Frédéric Roy a mutualisé les dépenses réelles d'investissement entre 2021 et 2024. Si on va plus loin et qu'on fait 2020-2024, c'est de 27 millions de dépenses réelles d'investissement, où j'ai l'honnêteté d'enlever le désendettement, puisque c'est pas de l'investissement direct dans l'économie locale. Il a pu avoir lieu, mais il n'est pas direct. C'est quand même 17 millions d'investissements entre 2020 et 2024 sur la commune, et c'est pas anodin, surtout que ça se fait avec 0% d'augmentation des taux de la fiscalité locale, ce qui là aussi n'est pas anodin. Tout cela à service constant, et même à service mieux que constant, puisque nous avons pu voir ouvert la MJD, nous avons pu voir ouvert le centre social, nous avons pu mettre en œuvre des actions fortes, et je cite toujours celle de la cantine des 1 euro, mais il faut aussi financer ces actions, et le niveau de service ou d'action, lui, n'a pas diminué, à l'inverse de la dette. 2020-2024, moins 6 millions de dettes. Si on enlève l'opération Saint-Christol, qui était tout de même une dette, je rappelle, que nous devions à l'établissement public foncier. Alors certaines personnes me disent que l'établissement public foncier d'Occitanie, c'est la région. Il ne fallait pas payer à la région. Non, il faut rouvrir des livres un peu administratifs. L'établissement public foncier d'Occitanie, c'est un établissement public d'État, dans lequel siègent des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, mais dont la direction est nommée par l'État. Et que ce soit vis-à-vis d'une collectivité locale ou vis-à-vis de l'État, lorsqu'on s'est engagé à honorer une dette, il faut effectivement l'honorer tout juste. Avons-nous pu négocier un étalement de cette dette-là? Donc, lorsqu'on enlève l'opération de Saint-Christol, c'est quand même 2,5 millions de dettes en moins, ce qui joue sur les frais financiers que nous devons payer et donc fait aussi des ressources de fonctionnement supplémentaires lorsqu'on arrive à économiser justement ces frais financiers. Et comment on arrive à ne pas augmenter les impôts, à baisser l'endettement? C'est en allant chercher des subventions à la fois chez les collectivités partenaires. Jusqu'à 2025, c'était possible. On verra en 2025 quelles sont les contraintes de ces collectivités-là. On sait qu'elles ont été mises sur le budget de l'État de 2025 à rude épreuve. Mais aux collectivités partenaires, à l'État aussi, et à des institutions ou des partenaires institutionnels tels la CAF, c'est près de 5 millions d'euros depuis 2020 que nous sommes allés chercher en subventions pour pouvoir financer nos projets. Donc ça fait quelques chiffres qui, sur le temps long, me paraissent relever en tout cas l'énergie qu'a mis cette équipe municipale à assumer ses responsabilités, gérer au mieux et améliorer la situation financière de la commune. C'est pour ça aussi qu'il y avait eu un audit et un rapport de la Chambre régionale des comptes en début de mandat. Mais surtout, ne pas imposer à la commune une cure d'austérité pour simplement faire des économies, mais à l'inverse, essayer d'innover et d'aller chercher les partenariats qui nous permettraient d'investir. On pourrait aussi citer l'ensemble des partenariats
que j'appelle public-privé, mais qui ne le sont pas forcément en tant que tels si on se réfère au droit, mais qui permettent aussi de faire déboucher des projets sur la commune, la ferme de Loribel d'un côté, bientôt une galerie d'art contemporain. Donc je veux à nouveau remercier l'ensemble de l'équipe municipale pour les efforts et la capacité d'innovation qui a été la sienne au service de la ville et des finances communales. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc, je vous propose, je remets le micro, puisque j'ai le droit de vous faire voter les comptes de gestion, je vous propose de les soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je laisse la présidente de séance, Rachel Sakussi. Laisse-moi le temps de sortir. Oui, oui. Sors. Problème. Alors moi je vous propose de passer au vote le point 9 qui concerne le vote des comptes administratifs 2024, budget principal et budget annexe. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on affecte les résultats et on va continuer le volet financier. Donc on affecte les résultats de fonctionnement de l'exercice 2024. Il n'y a pas de présentation particulière, ils ont été à la fois dans le compte administratif et fournis. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Il faut que je les fasse budget par budget ou l'ensemble? Alors c'est mieux budget par budget, donc je vais vous reprendre le vote, je vais trop vite. Donc pour le budget communal, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Pour le budget annexe du Campotel, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Pour le budget annexe du cinéma, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Pour le budget annexe parking, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Pour le budget annexe théâtre, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Je crois que René, j'avais pensé que tu présenterais ça et je l'ai fait à ta place, excuse-moi. Eh bien, je vais passer quand même la parole pour le point 11, clôture du programme d'aménagement d'ensemble Plec-Bio, à Julie Garcin-Sodo. Oui, on fait tout le volet finances, comme ça, après on reprendra. Dans ma logique, je t'ai remonté au 2. Excusez-moi. Tu me perturbes. C'est dommage parce que j'avais parlé de OPA RU, comme si vous ne connaissiez pas le sujet. Alors, clôture du programme d'aménagement. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Dans le rapporteur expose que le programme d'aménagement d'ensemble au lieu dit Plec-Bio a été approuvé par délibération du 18 juin 1999, modifié le 12 juin 2002 sur un secteur d'une dizaine d'hectares inclus dans une zone 2NA du POS. Vous avez le plan. Il est appelé au conseil municipal que prévu aux anciens articles du Code de l'urbanisme. Le PAE constitue un outil d'aménagement et de financement des équipements publics. Ça permettait à la commune de répondre aux besoins engendrés pour l'urbanisation d'une nouvelle zone en faisant participer les constructeurs au coût des dits équipements. Donc ce dispositif a été supprimé en 2012, le 1er mars, mais les PAE constitués antérieurement continuaient à rester en vigueur évidemment jusqu'à leur clôture. L'opération était programmée à hauteur d'1 475 402 € et comportait la réalisation des voiries, des réseaux de la zone et tous les équipements prévus dans le cadre du programme. Ils ont été réalisés et financés par les participations donc des constructeurs. Les dernières participations ayant été encaissées en 2014, le maintien du PAE dès lors n'est plus justifié. Il a été considéré comme clôturé. Dans ce cadre, les autorisations d'urbanisme délivrées depuis cette zone sont enregistrées sous un régime de droit commun de la taxe d'aménagement. Donc du coup, le bilan de l'opération peut donc être comme suit. Les dépenses pour les terrains, les études, les travaux, l'assistance à la maîtrise d'œuvre montées à 1 353 258,09. Comment ? Me perturbe. Et pour les recettes, participation PAE, 1 188 960,04 €.
avec le FCTVA. Ne me demandez pas ce que c'est, sinon on répondra. Fonds de Voilà, le fonds de compensation de la compensation. TVA, c'est ce qu'on récupère, dont l'État réduit un peu la voilure. Très bien, moi j'aurais mis un espace après le FC et le TVA. 218 039,06 euros pour un montant total de 1 406 999,10 euros. Donc afin de finaliser cette opération, il convient d'acter par délibération la clôture du PAE. Et donc, monsieur le rapporteur, qui n'est autre que moi-même, je vous rassure, je suis madame, propose donc au conseil municipal de constater que tous les équipements prévus dans ce cadre du PAE Plague Bio ont été réalisés, de clôturer celui-ci et de revenir au régime du droit commun de la taxe d'aménagement et toute autre participation additionnelle exigible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Toujours Julie Garcin-Sodo pour la perception d'un fonds de concours de l'AGLO dans le cadre de la voie douce de l'avenue de Verdun. Exactement, vu l'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales et la délibération du Conseil communautaire de l'Aglo Hérault-Méditerranée en date du 7 avril 2025, qui autorise le versement d'un fonds de concours exceptionnel pour la réalisation d'une voie douce dans le cadre de la traversée de Verdun, traversée urbaine. Donc, monsieur le rapporteur, toujours, madame la rapporteuse, rappelle que la traversée urbaine de Pézenas a pour objet de requalifier, de transformer le boulevard urbain de la ville, nommé avenue de Verdun, en y intégrant des trottoirs continus, des pistes cyclables, des zones de stationnement ponctuelles et en reconstituant la trame verte. À ce titre, le projet de voie douce de la traversée constitue le prolongement de l'itinéraire cyclable intercommunal reliant les deux futurs pôles d'échange multimodaux d'Agde et de Pézenas, qui sera nommé la Méridienne. Pour rappel, celle-ci, le PEM d'Agde et celui de Pézenas sont trois infrastructures sous maîtrise d'ouvrage de l'AGLO. En ce sens, cette dernière est donc fondée à apporter son financement à la voie douce de la traversée urbaine, puisqu'elle constitue le chaînon manquant entre ces éléments cruciaux. Qui part d'une politique publique de déplacement communautaire. Donc, madame la rapporteuse rappelle qu'afin de financer la réalisation et le fonctionnement d'un équipement des fonds de concours qui peuvent être versés entre la communauté d'Aglo et les communes membres après accord concordant, quand on parle des communes, c'est parce que ça passe par Saint-Tibéry, Bessin, etc., à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours, dont la traversée urbaine étant un projet sous maîtrise d'ouvrage de la ville. La communauté délibère pour participer au financement des travaux de réalisation. Le montant du projet est estimé à 1 670 300,39 euros, conformément au plan de financement annexé. Et la participation de la CAM sera de 204 521,15 euros, soit 12,24% du coût de la voie douce. Nous les remercions. Monsieur le rapporteur invite la rapporteuse à l'Assemblée délibérante a accepté l'attribution de ce fonds de concours et précise que le reste à charge de la commune ne pourra être inférieur à 20% du plan de financement. Et vous avez déjà dû voir tracer les trottoirs et tout se dessine, donc on avance. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et Georges Lopez pour une demande de subvention. Micro, Georges. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville de Pézenas est sur le point de financer l'aménagement du parking de Tastavin, proximité rond-point de Rougeant. Afin de relier ce nouveau parking au centre-ville, un cheminement piéton est à réaliser. Une première partie de ce cheminement sera faite par l'aménagement d'une bande au nord de la route départementale entre le parking et le chemin des Moulières. Une traversée piétonne sera aménagée au droit du chemin et une deuxième partie de cheminement, objet de la présente notice descriptive, sera réalisée le long de la rue Romain-Roland. Les travaux consistent à un passage de la rue Romain-Roland en sens unique ouest vers l'est, sécurisation, création d'un cheminement piéton le long de la rue, réaménagement d'un stationnement au droit de cheminement. Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 34 710,35 €, hors taxe. Monsieur le maire sollicite le conseil municipal de l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de la région Occitanie,
du département de l'Hérault et tout autre organisme ou collectivité qui pourrait constituer le financement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Donc, on reprend le cours du Conseil par affaires générales. Et c'est Julie Garcen-Sodo qui était déjà prête à nous parler d'OPA-RU, donc elle peut y aller. Ah. Tu veux que je le fasse? Alors, en plus, le rapport commence par Monsieur le maire rappelle donc que le 8 novembre 2024, le conseil municipal a approuvé donc l'OPA-RU 2024-2028, conclu avec l'ANA, l'AGLO et 5 communes de l'AGLO. C'est des aides octroyées par la ville et en particulier voilà, des aides destinées à sortir des logements de la vacance ou à apporter des aides complémentaires dans des travaux reconnus comme d'intérêt patrimonial, parmi eux les ravalements de façade notamment. Dans le périmètre de l'OPA-RU, donc on vous propose de modifier d'abord le conventionnement des logements privés avec travaux. Le nombre de logements subventionnables pour les propriétaires bailleurs a été limité à 2 par opération immobilière et sont exclus de ces aides les promoteurs immobiliers. La prime s'élève à 2 000 € par logement et est plafonnée à 4 000 €. La prime pour les logements vacants depuis plus de 2 ans s'applique uniquement pour les logements existants et exclut la création de logements issus d'une division parce que l'un des fléaux des travaux possibles dans des grands immeubles, c'est la division à outrance, même dans des petits immeubles d'ailleurs. L'autre modification, c'est sur l'aide au ravalement des façades. La subvention de 25% des aides pour la remise en valeur des façades s'applique sur l'ensemble du périmètre façade de l'AGLO et non plus sur un axe prioritaire. Cette subvention est plafonnée à 5 000 € par projet dans la limite du budget annuel de l'année en cours. Une subvention supplémentaire pourra être accordée pour les travaux d'intérêt patrimonial permettant une remise en valeur d'un bien. Et cette subvention sera proposée par la communauté d'AGLO et validée par l'architecte des bâtiments de France. Elle ne pourra pas excéder 2 000 € par opération. Nous rappelons que le montant des aides communales engagées sur 5 ans représente, selon l'étude et l'estimation réalisée lors de l'établissement de la convention, un total de 300 500 €, soit 61 300 € par an. Donc vous avez le document joint avec les modifications. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Et je cède la parole à Georges Lopez pour les bornes de recharge électrique. Le micro toujours, Georges. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée a lancé un appel à initiative privée pour l'installation de l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans ce cadre, la société Itotem SAS a été retenue comme opérateur exploitant. Il convient donc de définir, à travers la convention ci annexée, les conditions dans lesquelles la société Itotem est autorisée à occuper une partie du domaine public communal et à exploiter les emplacements désignés pour ces infrastructures de recharge. La commune de Pézenas pourrait ainsi être dotée de 3 nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques d'ici la fin de l'année 2025. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation du domaine public, si annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Julie, est-ce que tu as retrouvé tes documents? Donc le point 4, en avenant à la convention qui nous lie à SNCF Réseau dans le cadre des travaux de l'avenue de Verdun. Voilà, je suis totalement opérationnelle. Donc du coup, en fait, c'est la convention qu'on prolonge puisque lors du conseil municipal en date du 5 juillet, on avait déjà signé, accordé avec SNCF Réseau, conformément à la délibération, donc une convention pour pouvoir occuper le temps des travaux, une partie de leur foncier. Et du coup, la durée des travaux étant prolongée, monsieur le maire sollicite, évidemment avec l'accord de la SNCF Réseau, le conseil l'autorisation de signer cet avenant. C'est là où on a la base de vie, etc. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? François Castillo pour une convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le 23 février 2022, la commune a passé avec l'État une convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État qui a été conclue pour une durée de 3 ans.
Cette convention arrivant à échéance, Monsieur le maire propose au Conseil de la reconduire. Il précise toutefois qu'une modification a été apportée avec l'introduction du nouvel article 11 portant sur le suivi de l'état des résultats en matière de sécurité routière. Les autres articles demeurent inchangés. Monsieur le maire propose donc du Conseil d'approuver que la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État et de l'autoriser à signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et Jean-Marie Bousquet pour un diagnostic d'archéologie préventive sur la butte du château. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre du projet de l'ouverture et de l'aménagement du parc de la butte du château, il est nécessaire de procéder à une demande volontaire de réalisation de diagnostic archéologique. Vu le livre 5 du Code du patrimoine et notamment ses articles L523-7, 24, 38, 60 et 68 et R545-24 et suivant. Vu la loi numéro 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi numéro 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, vu l'arrêté numéro 1961 du 24 juillet 2003 définissant les zones de présomption de prescription archéologique de la commune de Pézenas, vu l'arrêté du 29 décembre 2024 fixant le montant de la redevance d'archéologie préventive, considérant que les articles 523-1 et 523-4 du Code du patrimoine stipulent que les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique, ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Monsieur le maire rappelle que le Code du patrimoine, dans ses articles 523-1 et 523-4, impose une étude scientifique dans le cadre d'aménagements susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique. La commune de Pézenas est une zone de présomption de prescription archéologique et correspond à une zone sans seuil dans le secteur de l'aménagement paysager de la butte du château. Le service régional de l'archéologie fait part de son intention de prescrire un diagnostic archéologique sur le périmètre d'aménagement de la butte du château de Pézenas, dont la surface d'aménagement est de 9 940 m². Par conséquent, le rapporteur expose qu'au vu de ces éléments réglementaires et afin de faciliter les démarches à venir sur le périmètre d'aménagement de la butte du château à Pézenas, il est proposé de faire une demande volontaire de réalisation de diagnostic auprès du service régional de l'archéologie. Cette procédure entraîne le paiement de la redevance d'archéologie préventive calculée et recouvrée par les services de l'État pour un montant de 0,71 centimes du mètre carré, soit environ 7 057,40 € pour 9 940 m². Ce montant est déjà compris dans le budget prévu pour l'ouverture de la partie avant de la butte du château de 2025. La procédure concerne les parcelles BK 850, BK 2580 et BK 6510, dont le propriétaire est la mairie de Pézenas. Lorsque la prescription par le préfet sera établie, l'intervention de l'INRAP sera programmée. Elle engendrera la mise en place d'une convention entre la mairie de Pézenas, aménageur, et l'Institut national de recherche en archéologie préventive, opérateur du diagnostic. Cette convention fixera les conditions et délais de mise à disposition des terrains concernés par l'opération, la description de l'opération, phase de terrain et d'études, rédaction d'un rapport diagnostic, les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport. Cette demande permet d'anticiper le volet archéologique sur le projet d'aménagement. Elle permettra d'avoir une première évaluation archéologique. Les résultats obtenus permettront d'anticiper sur la fouille préventive si besoin. Monsieur le maire soumet donc à l'approbation du Conseil la demande volontaire de réalisation du diagnostic au préfet de région, la signature de la convention relative à la réalisation de l'opération diagnostic sur le périmètre retenu de la butte du château et de toutes pièces afférentes. Cette convention sera signée entre l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, et la commune, une fois prescrite par le SRA, Service régional de l'archéologie. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Et Daniel Azemar pour une modification de convention. Le micro pour Daniel. Voilà, parfait. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Donc, la prochaine délibération porte sur une modification de la convention d'objectifs et de partenariat engagés dans le cadre du pacte local des solidarités.
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que lors de sa séance du 12 février 2005, celui-ci a approuvé la convention d'objectifs et de partenariat envisagée dans le cadre du pacte local des solidarités Hérault-Méditerranée. La convention initiale mentionnait un montant global de financement de 44 000 € dont pouvait bénéficier la commune de Pézenas dans le cadre du développement et de la pérennisation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Or, le montant définitif de la subvention s'élève en fait à 39 500 €, tel que précisé dans la convention d'objectifs et de partenariat annexée. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de partenariat entre la commune de Pézenas, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée telle qu'annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de partenariat entre la commune de Pézenas et la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée telle qu'annexée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Les finances donc ont été faites et nous passons au point culture avec la convention de location du théâtre de verdure présentée par Robert Vivarès. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc cette convention a pour objet donc la poursuite de la dynamique culturelle pour la période estivale. Le service culture de la ville s'est à nouveau rapproché des associations culturelles piscinoises afin qu'elles organisent des manifestations au théâtre de verdure au sein du parc Sans Souci. Pour que ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions, la ville s'est engagée à l'équiper techniquement et à accompagner les associations piscinoises à l'organisation de leurs manifestations. Dans le cadre de ce partenariat, il est proposé aux associations une mise à disposition du théâtre de verdure via la location. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'adopter le contrat de location du théâtre de verdure pour la période du 1er juillet au 31 août 2025. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie Garcin-Sodo pour des rétrocessions de voirie. Tout à fait. Nous retournons vers Plague Bio. Monsieur le maire informe le conseil que l'association syndicale du lotissement La Perrière souhaite que la commune devienne propriétaire de la voirie et des espaces verts du lotissement. Monsieur le maire rappelle au conseil sa délibération du 16 décembre 2020 nommant la voirie du lotissement rue Joseph Alran. Vu le procès-verbal de rétrocession établi par les services techniques de la ville, monsieur le maire propose au conseil d'accepter cette rétrocession et des espaces verts et de la voirie à l'euro symbolique. Ça concerne 2 parcelles, 1314 et 1315. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie Garcin-Sodo toujours pour une modification simplifiée du PLU. Exactement. Donc le maire expose les raisons pour lesquelles une modification simplifiée numéro 2 du PLU de Pézenas est rendue nécessaire. Par arrêté SG 2513 du 5 mai 2025, monsieur le maire de Pézenas a engagé la modification simplifiée afin de procéder à des modifications d'ordre rédactionnel et graphique du PLU pour les motifs suivants. Donc rectification d'une erreur matérielle sur la liste des bâtiments autorisés à changer de destination. L'identification est pour le château de Loubatien. La modification de l'emplacement réservé numéro 12, qui est la création d'un carrefour d'accès pour le futur quartier Saint-Christol. La mise en cohérence du règlement dans l'article 11 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones sur les clôtures. Voilà, le projet de modification simplifié, l'exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme doivent être mis à disposition du public pendant 1 mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Donc, conformément au Code de l'urbanisme, les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal. Dans ce contexte, le dossier de modification sera mis à disposition du public du lundi 11 août au jeudi 11 septembre. Durant ce délai, le dossier sera consultable au service technique de la ville de Pézenas aux heures d'ouverture. Il sera accompagné d'un registre mis à disposition au service technique aussi, permettant au public de formuler ses observations dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. Le public pourra également formuler ses observations par écrit en s'adressant au maire de la commune ou par mail.
avec modification simplifiée 2.plu@ville-de-Pézenas. Ce dossier ne sera mis en ligne sur le site internet de la ville de Pézenas sera mis en ligne pendant toute la durée de la mise à disposition. Un avis au public précisera l'objet de la modification simplifiée du PLU, les dates, les lieux, les heures. Le public pourra consulter ce dossier et formuler ses observations au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition dans un journal diffusé dans le département sur le site internet de la commune de Pézenas et affiché en mairie dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition. À l'issue de cette mise à disposition, le maire de Pézenas en présentera le bilan devant le conseil municipal, le projet éventuellement modifié pour tenir compte de cet avis et mis les observations du public sera alors soumis pour approbation. Voilà, donc toutes les vues du Code général des collectivités, de l'urbanisme, de la délibération du conseil municipal, donc toutes les délibérations 2021, 2022, 2023. Les arrêtés. En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver les modalités de mise à disposition de la modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune de Pézenas telle que définie dans le cadre de la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire de Pézenas à signer tout document relatif à cette affaire et à mettre en œuvre les mesures de publicité et d'information ainsi que les modalités de mise à disposition telles que définies par la présente délibération. La présente délibération sera transmise alors à Monsieur le préfet de l'Hérault et elle fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département conformément aux articles de loi du Code de l'urbanisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Benoît Blanc pour la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet et donc la mise à jour du tableau des effectifs. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc effectivement, le conseil est informé que la commune de Pézenas, afin de répondre à ses besoins des administrés, ajuste au mieux ses effectifs en fonction de ses capacités financières et de la taille des services qu'elle est à même de proposer. Suite à la réorganisation du service des sports et afin d'assurer le service vis-à-vis de la population, il est en effet proposé de créer un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Le service ne dispose pas suffisamment de ce type de poste pour mener à bien l'ensemble de ses missions. Il est donc proposé de passer le nombre d'adjoints d'animation à temps complet à 6. Qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Toujours Benoît Blanc sur l'indemnisation des congés payés. Le maire expose au conseil municipal qu'en principe, les agents titulaires de la fonction publique territoriale ne peuvent recevoir, pour ces congés non pris, d'indemnité compensatrice. Cependant, depuis la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la jurisprudence européenne et du juge administratif détermine que lors d'une cessation de relation de travail, retraite, décès, mutation, les congés non pris pour des raisons de maladie doivent être indemnisés. Également, de par la jurisprudence, les agents qui n'ont pas pu prendre tous leurs jours de congé avant la cessation de leur relation de travail, pour des motifs indépendants de leur volonté et tirés de l'intérêt du service, ont également droit au paiement des congés payés. Enfin, il est reconnu une indemnisation pour les congés annuels non pris en faveur des ayants droit d'un agent décédé. Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de relation de travail du fait de maladie doivent faire l'objet d'une indemnisation dans la limite suivante. L'indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail par semaine, et l'indemnisation se fait sur une période d'un report limité à 15 mois après le terme de l'année au cours de laquelle les congés ont été générés. L'indemnisation doit alors être calculée en référence à la rémunération que l'agent aurait normalement perçue s'il avait réellement bénéficié de ses congés annuels. Cette jurisprudence s'impose aux employeurs publics. Mais en l'absence de texte réglementaire, le Trésor public demande que la collectivité prenne une délibération en vue de pouvoir verser les sommes dues. Il est précisé au Conseil que la commune a été saisie dans le cadre de la retraite pour invalidité de 2 anciens agents. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser l'indemnisation, calculée telle que précitée dessus, des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en raison de la maladie, de motifs tirés de l'intérêt du service ou du décès de l'agent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez reçu les tableaux de décision hors commande publique et avec commande publique. Est-ce qu'ils appellent les observations de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je vous souhaite donc une bonne soirée.